Moi, Nathan Reyes, 26 ans, n'étais qu'un technicien d'entrepôt ordinaire à Détroit, travaillant dur de l'aube au crépuscule à réparer des machines et à organiser des marchandises. Ma vie était simple. Pas de drame, pas de tempête. Mais cette nuit-là, tout a changé pour toujours. Notre table de dîner était pleine de parents. Mes parents s'étaient préparés depuis le matin. Des lumières scintillantes étaient accrochées partout. Un grand sapin de Noël orné de décorations en verre étincelant brillait sous la lumière des bougies. Tout le monde riait et parlait fort, partageant de vieilles histoires, montrant leurs enfants, se vantant de leur travail. J'étais assis à côté de ma mère, Camila Reyes, 53 ans, une douce comptable qui souriait toujours et s'inquiétait pour tout le monde. Elle racontait l'histoire de mon premier Noël et de celui de mon frère aîné, sa voix chaude et pleine d'amour. Mon père, Vincent Reyes, 58 ans, propriétaire d'un petit garage automobile en périphérie de la ville, était assis en bout de table avec son expression habituelle, sévère et patriarcale. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, cela sonnait comme un ordre, et tout le monde écoutait. Toute la famille attendait avec impatience mon frère aîné, Jackson Reyes, 32 ans, un officier de police. Il était la fierté de la famille, le héros avec un badge brillant et des histoires de lutte contre le crime que tout le monde aimait raconter. Jackson avait promis de venir tôt pour la fête et d'apporter quelques bonnes bouteilles de vin. « Chérie, c'est la première année où tout le monde est réuni. Ce Noël va être tellement amusant », m'a murmuré ma mère, en me serrant la main sous la table. J'ai hoché la tête, souriant jusqu'aux oreilles. J'adorais Noël. Le sentiment de toute la famille réunie, oubliant toute la fatigue quotidienne. Soudain, le son des sirènes a percé le lointain, déchirant l'atmosphère douillette. Au début, j'ai pensé que c'était un camion de pompiers ou quelque chose comme ça, mais les sirènes sont devenues plus fortes, accompagnées par le rugissement des moteurs. Tout le monde a regardé vers la fenêtre. « Ça doit être Jackson », s'est exclamée tante Maria avec un grand sourire. Il aime toujours faire une entrée remarquée. Toute la famille a ri, s'est levée et a commencé à applaudir, pensant que mon frère amenait des collègues à la fête comme il le faisait parfois. Mais alors, à travers la fenêtre, j'ai vu une voiture de patrouille s'arrêter brusquement juste devant la maison. Ses gyrophares rouges et bleus clignotaient comme des yeux en colère dans la neige qui tombait. Mon cœur battait la chamade. Quelque chose d'étrange s'est insinué en moi. Pourquoi comme ça? Jackson est sorti de la voiture, le visage froid comme la pierre, sans la moindre trace de sourire. Derrière lui se trouvaient plusieurs autres officiers tenant des lampes de poche et des radios crépitant de parasites. Les parents applaudissaient et acclamaient encore, mais l'expression de Jackson a fait taire toute la pièce. L'atmosphère chaleureuse s'est instantanément figée comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre et laissé entrer le vent glacial. Jackson a poussé la porte et est entré, ses bottes noires polies marchant sur le tapis de Noël rouge. Il a balayé la pièce de ses yeux perçants qui se sont arrêtés sur moi. Mon cœur s'est serré. « Écoutez tous », a-t-il dit d'une voix plate et sans émotion. J'ai reçu un tuyau anonyme selon lequel Nathan est en possession de substances illégales. Je dois enquêter et clarifier cela. Ces mots sont tombés comme une bombe explosant dans la pièce paisible. Un lourd silence est descendu. Seul le sanglot étouffé de quelqu'un pouvait être entendu dans un coin. Toute la famille s'est regardée, puis m'a regardé, les yeux remplis de confusion et de peur. Possession anonyme de drogues illégales. Moi? Je suis resté figé sur place, la bouche bée, mon cerveau paralysé. De quoi tu parles, Jackson? Tu plaisantes, ai-je bégayé, la voix tremblante. Mais mon frère n'a pas souri, n'a pas cligné des yeux. Il m'a regardé, la voix toujours glaciale. Nathan, viens avec moi à la voiture pour une fouille. C'est la procédure pour prouver que tu es innocent. J'ai secoué la tête frénétiquement, mes pieds enracinés au sol. Non, je n'ai rien fait. Qui a passé l'appel anonyme? C'est une erreur. Ma mère a serré ma main fermement, son visage pâle comme la mort. Jackson, qu'est-ce que tu dis? Nathan ne pourrait jamais. Mais Jackson a levé la main pour l'arrêter. Maman, laisse-moi faire mon travail. Si ce n'est qu'un malentendu, tant mieux. Nathan, viens avec moi. Toute la famille a commencé à murmurer et à se lever. Les parents chuchotaient, que diable se passe-t-il? C'est la veille de Noël. Nathan ne s'est jamais fait d'ennemis. Comment s'est-il retrouvé mêlé à quelque chose d'aussi bizarre? Mon père s'est levé, le visage grave, mais n'a rien dit.
Il a juste hoché la tête en direction de Jackson comme pour donner son approbation silencieuse. J'ai été doucement poussé vers la porte par Jackson, mes jambes lourdes comme du plomb. Toute la famille a suivi, s'entassant dans la cour avant sous la légère chute de neige. Les voisins ont commencé à sortir de leur maison, remplissant le portail, pointant et regardant. Les gyrophares de la patrouille illuminaient toute la rue, transformant notre cour en scène pour une pièce tragique. Jackson a ordonné à ses subordonnés, vérifiez d'abord la voiture de Nathan. Le coffre et les poches de sa veste. Les officiers se sont précipités comme des chiens de chasse. Ils ont ouvert le coffre de ma vieille voiture garée sur le trottoir. Et puis, mon Dieu, ils ont sorti de petits paquets blancs opaques qui brillaient sous les faisceaux des lampes de poche. Ça vous dérange d'expliquer ce qu'est cette poudre blanche, a demandé un officier triomphalement. J'ai secoué la tête, ma voix se brisant. Ce n'est pas à moi. Je n'en sais rien. Mais ils ont continué à fouiller les poches de la veste que je portais et ont sorti plusieurs autres paquets. Les faisceaux des lampes de poche illuminaient chaque paquet, les faisant ressembler à de minuscules monstres. Pendant que toute ma famille regardait en silence, stupéfaite, les parents ont commencé à chuchoter bruyamment. Comment Nathan a-t-il pu faire une chose pareille? Il a toujours semblé si doux. C'est un garçon si gentil et attentionné qui aide tout le monde. J'entendais chaque mot, chacun me poignardant le cœur comme un couteau. Je n'avais jamais été impliqué dans quoi que ce soit de mal. J'étais juste un gars normal qui aimait lire des livres, réparer des voitures avec papa, serrer maman dans ses bras tous les soirs. Pourquoi cela m'arrivait-il? Qui a passé l'appel anonyme? Qui m'a piégé? Ma mère, Camilla, s'est couvert le visage et a sangloté de manière incontrôlable. Ses épaules tremblaient comme si son monde entier s'effondrait. Nathan, mon fils ne pourrait jamais faire une chose aussi terrible, a-t-elle chuchoté, des larmes coulant sur ses joues. Elle s'est précipitée pour me serrer dans ses bras, mais un officier l'a doucement repoussée. Je voulais la serrer dans mes bras, je voulais crier que c'était une erreur, mais mes mains tremblaient et ne bougeaient pas. Mon père, Vincent, se tenait immobile à côté de la voiture. Ses yeux étaient vides, fixant le néant. Je l'ai regardé désespérément. Papa. Papa. Je n'ai rien fait. Quelqu'un m'a piégé, ai-je bégayé en signe de déni, ma voix se perdant dans le vent froid, mais il n'a rien dit. Il s'est juste appuyé sur le toit de la voiture comme si tout cela ne le concernait pas. Mon cœur s'est serré douloureusement. Papa, pourquoi gardes-tu le silence? Pourquoi ne me défends-tu pas? Face à cette preuve évidente, mes supplications se sont noyées dans l'air glacial de Noël. Les rires joyeux d'auparavant ont été remplacés par des chuchotements malveillants. Les voisins s'attroupaient autour, filmant avec leur téléphone. Regardez, Nathan se fait arrêter. De la drogue. La famille Reyes est finie. Ils ont transformé mon humiliation en divertissement, comme s'ils regardaient un drame en direct. Je me sentais comme un animal traqué exposé devant la foule. Puis Jackson s'est avancé et a sorti des menottes. Nathan Reyes, vous êtes en état d'arrestation pour possession et distribution de stupéfiants illégaux, a-t-il répété, la voix complètement sans émotion, comme s'il lisait un mandat à un étranger. J'ai lutté, criant, Jackson, tu dois me croire. Je n'ai pas fait ça. C'est une sorte de complot. Mais les officiers m'ont plaqué contre le capot de la voiture et m'ont menotté les mains devant toute la famille et le voisinage. Le clic métallique a résonné, froid comme la glace dehors. Ma mère s'est de nouveau précipitée, s'accrochant à moi et criant, Jackson, tu ne peux pas faire ça à ton propre frère. Nathan est ton petit frère. Elle a pleuré jusqu'à ce que sa voix soit rauque, s'agrippant à ma veste. Elle ne voulait pas lâcher prise, ses larmes trempant mon épaule. La famille se tenait autour de nous. Les parents ont essayé d'intervenir, mais la tension était suffocante. Soudain, mon père s'est redressé et a dit froidement, Camilla, tais-toi. Laisse la loi faire son travail. Elle l'a regardé, choquée, puis m'a lâché, reculant avec des larmes coulant sur son visage. Je suis devenu pâle et j'ai complètement abandonné. Pourquoi papa dirait-il ça? Pourquoi mon frère faisait-il ça? J'ai laissé les officiers me pousser dans la voiture de patrouille au milieu des gyrophares et des chuchotements venimeux dans la cour. La neige tombait doucement, mais je n'avais pas froid. Seulement une douleur brûlante dans la poitrine. Le dîner de Noël s'est transformé en cendres alors que la voiture s'éloignait, m'emmenant de la maison chaleureuse dans l'obscurité de la plus horrible nuit de Noël de ma vie. À travers la fenêtre,
j'ai vu ma mère s'effondrer en larmes, les parents figés, et mon père. Il se tenait juste là, son regard aussi froid et vide que la pierre. Je n'arrêtais pas de penser à cet appel anonyme. Quelqu'un m'avait dénoncé. Quelqu'un avait placé la drogue. Mais pourquoi Jackson l'avait-il cru si instantanément? Il était mon frère. Assis dans la voiture, menotté, j'ai essayé de réfléchir. Comment ces paquets de drogue se sont-ils retrouvés dans mes poches? Je me souvenais clairement d'avoir mis cette veste ce matin. Il n'y avait rien d'inhabituel. Le coffre était verrouillé depuis la nuit dernière. Quelqu'un m'a piégé. Mais qui et pourquoi? Jackson était mon frère, la personne que j'admirais depuis l'enfance. Pourquoi faisait-il ça? Était-il forcé? Non. Son visage était complètement froid, sans la moindre trace d'hésitation. L'appel anonyme. Était-ce juste une excuse? La voiture a traversé les rues familières de Détroit, les lampadaires jaune pâle brillant sur la neige blanche. J'ai pensé à ma vie. 26 ans, pas de femme, pas d'enfant, juste un travail stable et une famille. J'étais gentil. C'est ce que tout le monde disait toujours. J'aimais aider les gens, réparer gratuitement les voitures des voisins, apporter de la nourriture aux sans-abri dans le parc. Pourquoi le destin m'avait-il jeté dans cet enfer? Mon cœur battait la chamade, une sueur froide coulait malgré la nuit d'hiver glaciale. La voiture de patrouille s'est arrêtée devant le poste de police. Un bâtiment gris et sinistre avec des barreaux de fer noir qui se profilaient de manière menaçante sous les néons vacillants. Les officiers m'ont tiré hors de la voiture, leurs mains agrippant mes bras si fort que j'avais l'impression qu'ils avaient peur que je m'enfuis. J'ai avancé en titubant, mes jambes lourdes à cause des menottes et de la peur qui rongeait chaque cellule de mon corps. Bouge. Marche maintenant, a aboyé un officier, me poussant à travers les portes principales. À l'intérieur, l'air était épais et oppressant, empestant le café brûlé mélangé à la sueur et au vieux papier. Ils m'ont fait descendre un long couloir résonnant. Le son des bottes sur le sol retentissait comme des tambours du destin. Ils m'ont poussé dans une cellule de détention, une petite boîte étroite, glaciale et humide. 4 murs en béton gris, une couchette en métal dur avec un matelas fin comme du papier, et des toilettes sales dans un coin. La porte en fer a claqué derrière moi. Le loquet a cliqué comme un verdict final. Je me suis effondré sur la couchette, les mains toujours menottées, mon esprit tourbillonnant avec tout ce qui venait de se passer. Le dîner de Noël chaleureux, les rires des parents, l'odeur de la viande rôtie, puis les sirènes, les gyrophares, ces paquets de drogue inconnus sortis de mes poches et de mon coffre. Qui m'a piégé? D'où venait cet appel anonyme? Jackson, mon propre frère. Pourquoi m'a-t-il fait ça? J'ai secoué la tête, essayant de chasser le chaos dans mes pensées, mais elles continuaient de s'écraser sur moi comme des vagues violentes. Cette nuit a duré une éternité. Je ne pouvais pas dormir. Je suis resté recroquevillé, frissonnant de froid. Le vent sifflait à travers la petite fenêtre à barreaux, transportant le mordant de la neige. Des cris résonnaient de la cellule voisine. Quelqu'un a vomi bruyamment. La radio d'un gardien crépitait de parasites. J'ai pensé à maman. Elle devait être à la maison en ce moment, sanglotant de manière incontrôlable, tremblante. Elle avait toujours été mon refuge, me protégeant des mots durs de papa depuis que j'étais petit. Et papa, son silence était comme de la pierre. Ce regard vide me hantait. Et Jackson, la fierté de la famille, était maintenant celui qui m'avait jeté en prison. Des larmes ont coulé sur mes joues froides, chaudes et piquantes. J'ai prié, suppliant que ce ne soit rien de plus qu'un cauchemar, que demain matin je me réveillerais dans ma chambre chaude. Mais le lendemain matin, la réalité était encore plus cruelle. Le cliquetis de la serrure m'a réveillé en sursaut. 2 officiers sont entrés, m'ont mis debout sans un mot, m'ont de nouveau menotté et m'ont conduit dans le couloir jusqu'à une salle d'interrogatoire. Cette pièce était plus froide que la cellule. Une vieille table en bois, des chaises en métal dur et un miroir sans teint. Je savais que quelqu'un regardait à travers. 2 inspecteurs attendaient déjà, l'un grand et large avec une épaisse barbe, l'autre maigre et portant des lunettes. Ils ont lu mon dossier d'une voix plate et mécanique. Nathan Reyes, 26 ans, technicien d'entrepôt, arrêté pour possession et distribution de stupéfiants illégaux. Ils ont allumé la caméra. La lumière rouge clignotait comme l'œil d'un démon. Puis ils ont étalé les paquets sur la table. Ces paquets blancs opaques brillant sous les lumières fluorescentes.
Je me suis assis en face d'eux, le cœur battant. Je n'ai rien fait, ai-je lâché immédiatement. Ce ne sont pas les miens. Quelqu'un les a placés sur moi. Je l'ai répété encore et encore, la voix tremblante mais déterminée. Je leur ai tout raconté. La fête de Noël, le tuyau anonyme, la fouille de ma voiture et de ma veste. Mais les deux inspecteurs ont juste souri. Tous ceux qui entrent ici disent la même chose, a ricané celui à la barbe. Puis les questions sont venues comme des balles. Qui sont vos partenaires? Où avez-vous eu la marchandise? Combien de fois en avez-vous vendu? Avouez, coopérez, et nous serons indulgents avec vous. J'ai secoué la tête sauvagement, la sueur trempant ma chemise. Je ne sais pas. Je n'ai pas de partenaire. C'est la première fois que je vois ces choses. Les questions sont devenues plus agressives, plus suffocantes. Ma tête tournait. La pièce semblait tourbillonner autour de moi. Je voulais crier, frapper la table, mais mes mains étaient menottées. Je ne pouvais que rester assis là et encaisser. Soudain, la porte s'est ouverte et Jackson est entré. Il se tenait derrière les inspecteurs, les bras croisés, le visage aussi froid que la nuit précédente. Mon cœur s'est serré. Jackson, je n'ai pas fait ça, ai-je chuchoté, espérant qu'il me sauverait. Mais il m'a juste regardé et a dit d'un ton plat, Nathan, à vous. Coopère et tu auras une peine plus légère. Si tu ne le fais pas, tu iras en prison à vie. J'ai regardé mon frère avec un désespoir total, les larmes coulant. Qu'est-ce que tu dis? J'ai été piégé. Tu es mon frère. Tu es censé me croire. J'ai réessayé, la voix brisée, lui rappelant notre enfance, comment il me protégeait des brutes à l'école. Mais Jackson n'a pas sourcillé. Ses yeux étaient comme de la pierre. Les preuves sont claires, Nathan. N'aggrave pas les choses. Il s'est retourné et est sorti, me laissant complètement anéanti. L'interrogatoire s'est terminé. Ils m'ont ramené à la cellule. Je me suis effondré sur la couchette, l'esprit vide. Pourquoi mon frère faisait-il ça? Il avait été mon héros, le flic au badge brillant. Maintenant, il m'enfonçait plus profondément en enfer. Je n'arrêtais pas de penser à cet appel anonyme. Était-il possible que Jackson sache quelque chose? Ou était-il forcé à faire ça? Non. Son visage n'avait montré aucune hésitation. La peur a commencé à s'insinuer en moi. Je me suis recroquevillé dans le coin, tremblant. Le lendemain, on m'a dit que j'avais des visiteurs. Mon cœur s'est emballé. Maman, ça devait être maman. Mais quand je suis entré dans la salle de visite et que je les ai vus à travers la vitre épaisse, c'étaient mes deux parents. Maman était assise là, les yeux rouges et gonflés, les mains tremblantes alors qu'elle tenait un mouchoir. Papa était assis à côté d'elle, le visage aussi froid que jamais. Je me suis assis et j'ai pris le téléphone. Maman, je n'ai pas fait ça, ai-je chuchoté tout de suite. Mais papa m'a coupé, la voix dure. Nathan, tu n'as été qu'un fardeau toute ta vie. Maintenant, tu as déshonoré toute la famille. Avoue pour que nous n'ayons pas apporté cette honte plus longtemps. Je suis resté figé comme si j'avais été giflé. Papa, comment peux-tu dire ça? Je n'ai rien fait. Il a secoué la tête et a continué. Tu as toujours été faible, tu as toujours eu besoin de quelqu'un pour te protéger. Tu as merdé. Assume. N'entraîne pas toute la famille avec toi. Sa voix était glaciale. Aucune inquiétude, aucun encouragement. Je l'ai regardé, le cœur brisé. Papa, je suis ton fils. Maman a éclaté en sanglots. Nathan, je te crois. Je trouverai un moyen de t'aider. J'engagerai un avocat, a-t-elle chuchoté, des larmes coulant sur son visage. Mais papa l'a immédiatement fait taire. Camilla, les preuves sont accablantes. Il doit faire face aux conséquences. Il l'a tirée vers le haut, ne la laissant pas dire un mot de plus, et l'a fait sortir. Je les ai regardés partir, des larmes coulant sur mon propre visage. La salle de visite semblait vide, me laissant seul avec la douleur. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les journaux ont immédiatement publié l'histoire. Le frère cadet d'un officier de police arrêté pour drogue pendant le dîner de Noël. Des photos de moi menottées, pâle sous les gyrophares, sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Amis, voisins, collègues, tout le monde s'est détourné. Pas d'appel,
pas de message. Je pouvais imaginer mes collègues chuchoter dans mon dos, les voisins pointer notre maison du doigt, les vieux amis supprimer mon numéro. Dans cette cellule exiguë, je suis resté recroquevillé, complètement brisé. Même si je savais que j'étais innocent, je ne voyais aucun moyen de le prouver. Les preuves de l'arrestation étaient irréfutables. Mes déclarations pouvaient être déformées. Qui me croirait? Pas même Jackson. Mon propre frère ne me croyait pas. J'ai pensé à ma vieille vie, au travail simple, à rentrer à la maison pour serrer maman dans mes bras, à réparer des voitures avec papa le week-end. Maintenant, tout était détruit. J'ai serré mes genoux, tremblant, la peur me rongeant à chaque seconde. Le monde entier m'avait tourné le dos. Ma famille, la société, et même moi, je commençais à douter de moi-même. La deuxième nuit en prison, la vraie terreur s'est installée pour la première fois. Allongé sur cette couchette dure et glaciale, écoutant le vent hurler à l'extérieur de la fenêtre, j'ai pensé que je ne sortirais peut-être jamais. Est-ce la fin de ma vie? La prison, la disgrâce, la solitude pour toujours. Des larmes ont de nouveau coulé, mais cette fois, c'étaient des larmes de pur désespoir. J'ai prié pour un miracle, mais au fond de moi, je savais que cet enfer ne faisait que commencer. Les jours qui ont suivi se sont déroulés comme un long cauchemar sans fin. Je suis resté enfermé dans cette cellule exiguë, mangeant des repas sans goût, écoutant les cris et les hurlements des autres détenus résonner à travers les murs. Chaque matin en me réveillant, je fixais le plafond taché et je me demandais quelle nouvelle douleur la journée apporterait. Un avocat commis d'office m'a été assigné, un jeune homme qui semblait tout juste sorti de l'école de droit, des lunettes épaisses, la voix tremblante. Il est venu me voir quelques fois, a griffonné des notes à la hâte et a promis qu'il ferait de son mieux pour prouver mon innocence. Nous nous concentrerons sur ce tuyau anonyme, a-t-il dit, mais son ton manquait de toute réelle confiance. J'ai hoché la tête. Pourtant, au fond de moi, j'étais rempli de doutes avec les preuves de flagrant délit et le témoignage de mon propre frère. Comment pourrions-nous gagner? Une semaine plus tard, l'audience préliminaire a été fixée. Juste une semaine, si vite, je n'étais pas du tout préparé mentalement. La quantité de drogue saisie était substantielle, suffisante pour me classer comme un délinquant grave. Et le fait que je sois le frère cadet de Jackson Reyes, un officier de police bien connu à Détroit, a transformé l'affaire en un cirque médiatique. Ils ont fait de mon histoire la une des journaux avec des titres sensationnels. Famille déchirée par la drogue. Un officier arrête son propre frère la veille de Noël. Quand j'ai été escorté au palais de justice, une nuée de journalistes s'est pressée à l'entrée. Les flashs des appareils photo m'aveuglaient, des voix criaient mon nom. Mon cœur battait la chamade. Une sueur froide a éclaté malgré l'air glacial de l'hiver. Pourquoi tout se passait-il si vite? Je n'étais pas prêt à faire face au jugement. La salle d'audience était grande mais suffocante. Des rangées de bancs en bois poli empestant le parfum bon marché de la galerie bondée. Le juge, un vieil homme sévère avec des lunettes à monture dorée, était assis haut sur son estrade, regardant de haut comme un dieu du destin. Je me suis assis sur le banc des accusés, les poignets légèrement menottés, vêtu d'une combinaison de prison grise, me sentant comme un animal en cage. Mon avocat était assis à côté de moi, feuilletant nerveusement des papiers. La procureure, une femme d'âge moyen, vive, avec les cheveux en chignon serré et une voix comme une lame, s'est levée et a présenté les accusations. Elle a projeté des images des preuves sur un écran immense. Ces paquets blancs opaques brillants sous les lampes de poche de cette nuit-là. L'accusé, Nathan Reyes, a été pris en possession d'une grande quantité de stupéfiants illégaux, suffisante pour la distribution, a-t-elle déclaré, sa voix résonnant dans la salle. Elle a lu le rapport de Jackson, les mots de mon propre frère avec des détails méticuleux. Le tuyau anonyme, la fouille de ma voiture et de ma veste, la découverte de la drogue. Le témoignage des autres officiers a suivi. Chaque détail correspondait parfaitement comme si tout avait été scénarisé. Je suis resté assis là, me sentant acculé. Aucune issue. Chaque photo, chaque mot était une autre brique dans le mur de la prison qui se construisait autour de moi. Mon avocat a tenté de contre-argumenter, mais c'était douloureusement faible. Il a soutenu que l'appel anonyme était suspect, que quelqu'un aurait pu placer la drogue. Il n'y a aucune preuve directe d'intention de distribuer, a-t-il dit, la voix légèrement tremblante. La procureure l'a coupé instantanément. Pris en flagrant délit avec les substances dans son véhicule personnel et ses vêtements. C'est la preuve la plus claire possible.
Tout penchait lourdement en faveur de l'accusation. Le tribunal est devenu encore plus méfiant à mon égard. Le juge a hoché la tête. La galerie a murmuré. Je me sentais comme un agneau entouré de loups sans aucune chance de me battre. Chaque fois que j'essayais de parler pour ma propre défense, cela ne faisait qu'empirer les choses. Quand la procureure m'a interrogé directement, j'ai bégayé, je n'ai rien fait. Quelqu'un a mis ses paquets dans ma voiture, dans mes poches. Mais elle a immédiatement rétorqué. C'est le déni standard d'un délinquant primaire. Il n'y a aucune preuve pour étayer les affirmations de l'accusé. Son ton était moqueur et la salle a ricané. Mon visage a brûlé, mon cœur s'est emballé. Je voulais crier que j'étais innocent, que c'était un complot. Mais mes mots n'étaient que des chuchotements perdus dans l'air lourd de la salle d'audience. Mon avocat a tiré sur ma manche et a chuchoté, ne dis rien de plus. Laisse-moi m'en occuper. Mais je savais qu'il se noyait aussi. Le procès a duré quelques jours, mais chaque heure semblait durer un an. Des questions sans fin, des preuves s'accumulant, et la peur grandissant en moi comme une tumeur. Puis est venu le jour du verdict, le moment que je redoutais le plus. La salle d'audience était bondée, pas un seul siège vide. Les journalistes s'entassaient à l'arrière, les appareils photo crépitant sans arrêt, les chuchotements bourdonnant comme une ruche dérangée. L'air était épais de tension. L'odeur de sueur et de parfum rendait la respiration difficile. J'ai été conduit à l'intérieur et je me suis assis sur le banc des accusés, les mains tremblantes. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu Jackson et mon père, Vincent, au premier rang, les visages froids comme la glace. Ils ne voulaient pas croiser mon regard, ils se penchaient simplement et se chuchotaient des secrets que je ne pouvais pas entendre. Mon cœur s'est serré. Mon père et mon frère, autrefois mes piliers, étaient maintenant assis là comme des étrangers, comme s'ils attendaient que le verdict ferme enfin ce chapitre. Ne ressentaient-ils aucune douleur? Pourquoi ne se battaient-ils pas pour moi? À côté d'eux, ma mère, Camilla, était assise recroquevillée, le visage enfoui dans ses mains, sanglotant. Ses épaules tremblaient de manière incontrôlable sous les regards de tous. Elle avait l'air d'avoir vieilli de plusieurs années, plus de gris dans ses cheveux, les yeux gonflés par des pleurs sans fin. Sa douleur me transperçait comme un couteau, m'étouffant. Dans ce moment lourd, alors que le juge frappait le marteau pour rétablir l'ordre, j'ai baissé la tête, essayant de respirer. Puis, par hasard, j'ai regardé vers la dernière rangée et je suis resté figé. Là, parmi la foule d'inconnus, était assis le vieil homme sans abri familier que j'avais l'habitude de voir dans le parc près de chez moi. Il était assis tranquillement, barbe argentée, négligé, portant le même manteau en lambeaux. Mon cœur s'est emballé. Pourquoi était-il là? Le vieil homme a levé les yeux, a croisé mon regard et a souri. Un sourire doux et chaleureux au milieu de cette salle d'audience froide. Il a fait un petit signe de la main comme pour dire « Tout ira bien, gamin ». Ses yeux étaient pleins de gentillesse, comme toutes les fois où nous nous étions rencontrés. Les souvenirs sont revenus au ralenti. Ce parc était l'endroit où j'allais après le travail pour me détendre du stress. Le vieil homme était toujours sur le même banc, entouré de ses sacs. La première fois que je lui ai donné quelques pièces, il m'a remercié d'une voix rauque, « Tu as un bon cœur ». Puis j'ai commencé à lui apporter une vieille veste quand il faisait froid. Des sandwichs, du café chaud. Parfois, nous parlions de la vie, des difficultés. Il me racontait ses années dans la rue, mais il était toujours optimiste. La vie est comme une rivière, fils. Elle se courbe et serpente, mais elle atteint toujours la mer à la fin. Ses conseils simples et sincères m'avaient aidé à traverser des jours difficiles. Ne laisse pas la peur gagner, m'avait-il dit un jour en me tapotant l'épaule. Je ne lui ai jamais demandé son nom. Je l'appelais juste le vieil homme du parc. Et maintenant, il était là, au milieu de mon procès fatidique, comme pour offrir une dernière lueur d'espoir. Mais contre la montagne de preuves et le poids de l'opinion publique, même sa présence ne pouvait pas apaiser mon désespoir. Il n'était qu'un sans-abri. Que pouvait-il changer? La salle d'audience bourdonnait encore de chuchotements malveillants. Les journalistes griffonnaient toujours furieusement, et le juge était toujours assis là avec son marteau prêt à tomber. En levant les yeux vers le juge, j'ai senti avec une clarté absolue que ma vie allait se terminer aujourd'hui, et que personne dans cette pièce ne pouvait me sauver. L'air devant le banc du juge me semblait aussi lourd qu'un rocher écrasant ma poitrine. Chaque regard dirigé vers moi, chaque bruissement sec des papiers du procureur, chaque respiration tendue de la foule, tout me faisait me sentir petit et impuissant, au bord de l'étouffement.
À ce moment-là, j'ai compris quelque chose d'encore plus douloureux que la sentence qui allait être prononcée. J'étais totalement, complètement seul, noyé par des preuves fabriquées, trahi par les personnes même qui partageaient mon sang. À la seconde où ce marteau tomberait, toute ma vie serait enterrée pour toujours. Au moment où le juge s'est éclairci la gorge, prêt à prononcer les mots qui scelleraient mon destin, toute la salle d'audience a retenu son souffle. L'air est devenu si épais qu'il semblait comprimé, pesant sur ma poitrine jusqu'à ce que je puisse à peine respirer. Tous les chuchotements ont cessé. Seul le bruissement des papiers et une légère toux du fond de la salle subsistaient. Les journalistes étaient figés, les crayons en suspens, les flashs des appareils photo prêts. J'ai jeté un coup d'œil vers le premier rang. Vincent et Jackson étaient assis là, les yeux froids, les coins de leur bouche se courbant en de légers sourires secrets. Pas de chagrin, pas de larmes, pas de tremblement. Ils avaient l'air de connaître déjà le résultat, comme si ce verdict n'était que la formalité finale d'une pièce qu'ils avaient eux-mêmes écrite. Mon propre père et mon frère, des parents de sang, étaient assis là comme des spectateurs détachés à un film, pas comme la famille de l'accusé. Pourquoi souriait-il? Pourquoi ne se battait-il pas pour moi? Cette trahison me transperçait plus profondément que n'importe quel couteau. J'ai baissé la tête, mes mains menottaient tremblant de manière incontrôlable, les doigts si serrés que les articulations sont devenues blanches. J'ai attendu les mots, coupable, emprisonnement, des mots qui anéantiraient ma vie. Pas de travail, pas de liberté, pas d'avenir, seulement les ténèbres. Juste au moment où le juge a levé son marteau pour l'abattre, un cri puissant et inattendu a explosé du fond de la salle, surprenant tout le monde. Arrêtez. J'ai la preuve qu'il est innocent. La voix rauque et déterminée a tranché le silence comme une bombe. Toute la salle s'est retournée. Des murmures se sont élevés comme un raz-de-marée. J'ai relevé la tête brusquement, stupéfait, le cœur battant à tout rompre. C'était le vieil homme sans abri du parc. Il s'était levé d'un bond, un bras levé, la barbe argentée tremblante, le manteau en lambeaux flottants. Son visage était rouge d'émotion, mais ses yeux brûlaient de détermination. Pourquoi faisait-il ça? Je ne comprenais pas pourquoi le vieil homme se risquait ainsi. Oui, je l'avais aidé, je lui avais donné de la monnaie et une vieille veste, je m'étais assis et j'avais parlé les soirs fatigués après le travail. Mais c'était une salle d'audience, pas le parc. Il était un étranger, un vieil homme errant. Comment osait-il me défendre ici? Mon cœur s'est emballé. Une minuscule étincelle d'espoir a vacillé au milieu du désespoir, mais le doute s'est rapidement installé. Que pouvait-il avoir? Des preuves ou juste des mots vides? Vincent et Jackson se sont retournés, les visages devenant cramoisis de rage, les yeux meurtriers. Jackson s'est levé le premier, brandissant son badge de police brillant sous les lumières, la voix tonitruante. C'est une perturbation de l'audience. Officier, maîtrisez cet homme et faites-le sortir immédiatement. Plusieurs officiers en uniforme se sont levés, les mains sur leurs étuis, se dirigeant vers le vieil homme. La salle a éclaté dans le chaos. Les journalistes prenaient des photos frénétiquement, les chuchotements se transformant en un rugissement. Ma mère a levé son visage strié de larmes, regardant le vieil homme avec un choc perplexe. Je suis resté figé, incapable de croire ce que je voyais. Jackson, mon propre frère, essayait de faire taire la seule personne qui pourrait me sauver. Pourquoi paniquait-il? Son visage était devenu pâle, ses mains tremblaient malgré sa tentative de maintenir son autorité. Mais le vieil homme n'a pas sourcillé. Il s'est tenu droit, la voix calme et stable. Attendez. Vous ne pouvez pas m'arrêter avant que je ne révèle la vérité. Puis, à la stupéfaction de tous, il a lentement décollé la fausse barbe argentée, a enlevé le manteau en lambeaux et l'a jeté sur le banc, et s'est essuyé le visage avec un mouchoir, enlevant des couches de saleté et un déguisement magistral qu'il avait caché pendant des années. La salle d'audience est tombée dans un silence stupéfait et haletant. Le visage révélé n'était pas du tout celui d'un vieil homme. Un homme d'âge moyen avec des cheveux courts, des yeux vifs et intelligents, et des traits que je ne pensais jamais revoir. Quand Vincent et Jackson ont vu ce visage, le sang s'est vidé du leur. Mon père s'est levé brusquement, les mains agrippant le banc devant lui, la bouche s'agitant sans un son. Jackson a reculé, le visage livide, son badge de police lui glissant des doigts et tombant sur le sol avec un bruit sec. Des larmes ont jailli de mes yeux instantanément, incontrôlables, alors que la reconnaissance m'a frappé comme un coup de foudre. C'était l'oncle Jameson Reyes, le frère cadet de Vincent, l'oncle qui avait disparu il y a 3 ans, présumé mort.
Nous avions même organisé des funérailles symboliques lorsque son corps n'a jamais été retrouvé. L'oncle que j'adorais quand j'étais enfant, celui qui racontait des histoires d'aventure, m'apprenait à pêcher au bord de la rivière, me protégeait des mots durs de papa. Et lui? Il était le vieil homme du parc à qui j'avais donné de l'argent. De vieux manteaux, des conversations tard le soir, les souvenirs sont revenus comme un raz-de-marée. Tous ces soirs dans le parc où il m'écoutait me plaindre du travail, de la famille, offrant une douce sagesse. Nathan, tu as un bon cœur. Ne laisse jamais personne te l'enlever. Je ne l'avais jamais reconnu. Le déguisement avait été parfait. Mais ses yeux gentils. Maintenant je comprenais. Il m'avait veillé tout ce temps, me protégeant de loin. J'ai sangloté à voix haute, la voix brisée au point que toute la salle l'a entendu. Oncle Jameson, c'est vraiment toi. Jameson m'a regardé, a souri chaleureusement, puis s'est tourné vers le tribunal, sa voix sonnant claire et forte. Je suis Jameson Reyes, frère de Vincent Reyes et oncle de sang de Nathan Reyes. J'ai été porté disparu pendant 3 ans, mais je suis revenu aujourd'hui avec des preuves qui prouvent que mon neveu est complètement innocent. Je demande le droit de témoigner et de présenter ces preuves devant ce tribunal. La salle d'audience a explosé. Les journalistes se bousculant, les appareils photo crépitant comme des éclairs, les voix s'élevant dans une tempête. Le juge a frappé son marteau à plusieurs reprises pour rétablir l'ordre, son propre visage stupéfait. Il a immédiatement ordonné une vérification d'identité. Des dossiers ont été sortis. Des assistants se sont précipités vers les bases de données. En quelques minutes, il a hoché gravement la tête. Identité confirmée. Jameson Reyes est bien qui il prétend être. Officier, restez en place. Monsieur Reyes, veuillez vous approcher de la barre des témoins et présenter vos preuves. À ces mots, Vincent et Jackson sont devenus d'une blancheur fantomatique, les mains tremblant de manière incontrôlable. Ils ont essayé de s'asseoir calmement, mais la panique flamboyait dans leurs yeux. Mon père a chuchoté frénétiquement à Jackson, le visage rouge et en sueur. Jackson a agrippé les accoudoirs jusqu'à ce que ses articulations deviennent blanches, fixant l'oncle Jameson comme s'il fixait un fantôme. J'étais assis là, le cœur battant, des larmes coulant toujours sur mon visage. Pourquoi l'oncle était-il en vie tout ce temps? Pourquoi ce déguisement? Et quelle preuve avait-il qui pourrait me disculper? Ma mère sanglotait plus fort maintenant, mais c'était des larmes de joie et d'incrédulité en regardant son beau-frère perdu depuis longtemps. Jameson. Mon beau-frère est en vie. Toute la salle d'audience a de nouveau retenu son souffle alors que Jameson se dirigeait vers l'allée centrale, tenant une vieille sacoche en cuir, prêt à dévoiler la vérité qui allait bouleverser tout ce verdict. Oncle Jameson s'est dirigé vers la barre des témoins, chaque pas résonnant fermement dans la salle d'audience silencieuse. Il a posé la vieille sacoche en cuir sur la table des preuves et l'a ouverte lentement, délibérément, faisant monter la tension. De l'intérieur, il a sorti une minuscule clé USB, une épaisse pile de documents jaunis et un disque dur externe noir et élégant. Toute la salle d'audience a éclaté en un instant, des murmures s'élevant comme une vague, les journalistes se bousculant pour écrire, les flashs des appareils photo explosant sans arrêt. Le juge a frappé son marteau plusieurs fois pour rétablir l'ordre. Silence. Monsieur Jameson, vous pouvez continuer. J'ai fixé mon oncle, le cœur battant, une fragile étincelle d'espoir vacillant à travers la peur persistante. S'il te plaît, oncle, sauve-moi. Jameson a pris une profonde inspiration. Sa voix a retenti, claire, stable et puissante, comme celle d'un détective chevronné racontant le plus grand cas de sa vie. Votre honneur, il y a 3 ans, j'étais un détective privé travaillant aux côtés de la police de Détroit pour démanteler le plus grand réseau de trafic de drogue de la ville. Au cours de cette enquête, j'ai découvert que les personnes derrière ce réseau n'étaient autres que mon propre frère, Vincent Reyes, et mon neveu, Jackson Reyes. Ces mots ont explosé comme une bombe. La salle est tombée dans un silence de mort, puis a explosé dans le chaos. Vincent s'est levé d'un bond, le visage cramoisi. Mensonge. Il est fou. Le juge a rugi. Silence, monsieur Reyes, ou vous serez expulsé. Jackson est resté assis, le visage vidé de sa couleur, les articulations blanches alors qu'il agrippait les accoudoirs. Je les ai regardés, le cœur brisé. Mon père et mon frère impliqués dans la drogue. Je ne pouvais pas comprendre ce que j'entendais. Oncle Jameson a continué, calme mais implacable. Quand j'étais sur le point de rapporter mes découvertes aux autorités, Vincent a découvert ce que je savais.
Il a menacé de me tuer pour me faire taire. Je n'avais pas le choix. J'ai simulé ma disparition pour sauver ma vie. Je me suis déguisé en sans-abri, j'ai vécu dans les rues de Détroit et j'ai continué à rassembler des preuves dans l'ombre. Il a fait une pause, a regardé le juge droit dans les yeux, puis s'est tourné vers moi avec de la chaleur dans le regard. Soudain, tout s'est éclairci. Tous ces soirs dans le parc où le vieil homme m'écoutait parler du travail, de la famille, en disant « Nathan, tu as un bon cœur ». Il m'avait protégé, surveillant Vincent et Jackson tout ce temps. Des larmes ont de nouveau coulé. Choc, gratitude, douleur. 3 ans dans la rue, seul, juste pour ce moment. Pour le prouver, il a branché la clé USB sur le projecteur. L'immense écran s'est allumé avec des images granuleuses mais indubitables. La nuit avant la veille de Noël, Jackson, mon propre frère, se faufilant jusqu'à ma voiture dans l'allée. Il a ouvert le coffre, a placé les paquets blancs à l'intérieur, puis a fouillé ma veste accrochée dans le garage et a fourré d'autres paquets dans les poches. C'est une vidéo que j'ai enregistrée en secret, a expliqué l'oncle Jameson. Jackson a placé la drogue dans la voiture et la veste de Nathan la nuit avant l'arrestation. Jackson a laissé tomber sa tête dans ses mains, les épaules tremblantes. Vincent a secoué la tête frénétiquement, bégayant « Ce n'est pas moi sur la vidéo ». Mais les preuves étaient indéniables. J'ai regardé l'écran, ma poitrine se serrant jusqu'à ce que je puisse à peine respirer. Mon frère, il m'a piégé. Pourquoi? Ça ne s'est pas arrêté là. Oncle Jameson a joué un fichier audio du disque dur. La voix froide et indubitable de Vincent a rempli la salle d'audience. Sacrifier Nathan, c'est bien tant que nous sommes en sécurité. Il est faible. Il ne se défendra pas, puis la voix de Jackson. Exactement, papa. Un tuyau anonyme suffit. La salle s'est figée d'horreur. La procureure, la femme vive qui m'avait attaqué, était assise, pâle et sans voix. Les sourcils du juge se sont levés, sa main se resserrant autour du marteau. Tous les yeux se sont tournés vers Vincent et Jackson. Ils s'effondraient. Vincent a de nouveau sauté sur ses pieds, frénétique. C'est fabriqué. Quelqu'un a truqué l'enregistrement. Le juge a tonné, taisez-vous. Vous ajoutez l'outrage à la cour. Asseyez-vous. Vincent s'est effondré sur son siège, transpirant abondamment, le visage passant du rouge au blanc fantomatique. Jackson a juste fixé le sol. Quand les images du plantage ont été rejouées au ralenti, il a complètement enfoui son visage. Il savait qu'il n'y avait aucune issue. Oncle Jameson a insisté, la voix devenant plus forte. Il a présenté des rapports secrets de la pile de documents. Vincent et Jackson font actuellement l'objet d'une enquête fédérale pour leur réseau de drogue. Pour détourner l'attention, ils ont décidé de sacrifier Nathan, un bouc émissaire facile, quelqu'un de doux qui ne résisterait pas. Il a soumis des relevés bancaires de blanchiment d'argent par le garage de Vincent, des transferts massifs, de fausses factures, des comptes cachés. Nathan a été piégé depuis le début, a-t-il conclu, la voix tremblante d'émotion. Mon neveu est innocent, et ces documents montreront à tout le monde la vérité. J'ai complètement craqué, sanglotant plus fort que jamais, anéanti par la prise de conscience que les personnes que j'aimais le plus m'avaient jeté au loup pour se sauver. Chaque souvenir de famille heureuse s'est consumé à ce moment-là. Je me souviens des dîners ensemble, papa parlant du garage, Jackson se vantant de ses arrestations, tout cela n'était qu'un mensonge. Je me suis affalé sur ma chaise, les mains sur le visage, pleurant de manière incontrôlable. Comment ont-ils pu me faire ça? Dans la galerie, ma mère, Camilla, a laissé échapper un gémissement, les mains tremblantes sur sa bouche alors que la vérité s'abattait sur elle. Elle a regardé Vincent et Jackson avec une horreur pure, incapable de croire que le mari et le fils auquel elle avait consacré sa vie avaient sacrifié son enfant le plus doux pour se protéger. Elle avait cuisiné pour eux, veillé les nuits où Jackson était malade, raccommodé les vêtements de Vincent. Maintenant, elle était assise, anéantie, les larmes coulant. Je voulais courir vers elle pour lui dire « Maman, ça va maintenant. Tout ira bien. » Mais les gardes m'ont retenu. Sa douleur a doublé la mienne. Mon cœur avait l'impression d'être écrasé. Puis la procureure s'est levée, la voix tremblante. Votre honneur, à la lumière de ces nouvelles preuves, je demande la suspension du verdict de Nathan Reyes et l'arrestation immédiate de Vincent Reyes et Jackson Reyes pour enquête. Le juge a hoché gravement la tête. Requête accordée. Officier, mettez-les en détention maintenant. La salle d'audience a éclaté.
Les journalistes se précipitant, les appareils photo crépitants, les voix s'élevant. Les officiers se sont précipités au premier rang, menottant Vincent et Jackson là, devant tout le monde. Vincent a lutté sauvagement. C'est un complot. Je suis innocent. Mais ils l'ont forcé à se calmer et l'ont emmené. Jackson n'a pas résisté. Il a juste marmonné à voix basse en direction de l'oncle Jameson. Comment es-tu encore en vie? Ils ont été emmenés au milieu des cris et des flashs aveuglants. Je me suis effondré contre ma chaise, incapable de comprendre ce qui se passait. Après un désespoir sans fin, les nuits glaciales en prison, les reproches de mon père, les yeux froids de mon frère, les rumeurs publiques vicieuses, la vérité avait finalement tourné en ma faveur. J'ai pleuré, mais maintenant les larmes étaient mêlées de soulagement et d'une douleur insupportable. Oncle Jameson s'est approché, a passé la main à travers la barre et a posé une main sur mon épaule. Nathan, tu es libre. Maman s'est précipitée dès que les menottes ont été enlevées, me jetant ses bras autour du cou. Mon bébé, je suis tellement désolé. Je ne t'ai pas cru, a-t-elle chuchoté à travers ses sanglots. Je l'ai serré fort, pleurant sur son épaule. Les journalistes se sont agglutinés, les questions fusant, mais tout semblait être un rêve. La trahison de mon propre sang me coupait si profondément que je ne savais pas comment j'allais pouvoir continuer. Mais au moins le cauchemar de la prison était terminé. Où un nouveau venait-il de commencer? Le lendemain matin, tout s'est déroulé comme dans un rêve. J'étais encore allongé dans ma cellule, la tête embrumée par le chaos du procès de la veille, quand la serrure a cliqué et un officier est entré. Sa voix était plate. Nathan Reyes, vous êtes libéré. J'ai levé la tête, certain d'avoir mal entendu. J'ai été innocenté, a-t-il expliqué brièvement. Après que les enquêteurs fédéraux aient vérifié chaque octet de la clé USB et du disque dur de l'oncle Jameson, sans modification, sans faux, la procureure avait déposé une motion immédiate pour abandonner toutes les charges contre moi. Il ne restait aucun doute. J'étais innocent. Ils m'ont libéré sur le champ pendant que les derniers papiers étaient traités. Mon cœur battait si fort que j'osais à peine y croire. Hier encore, je pensais que ma vie était finie. Maintenant, la liberté m'attendait à l'extérieur. Je me suis levé sur des jambes tremblantes et j'ai suivi l'officier. Le poste de police sentait toujours le café brûlé et le vieux papier, mais cette fois, je n'étais pas un prisonnier. La porte d'entrée s'est ouverte. La dure lumière du soleil d'hiver de Détroit a afflué, m'aveuglant après des jours d'obscurité. Je suis sorti, décharné, mal rasé, les vêtements froissés et défraîchis. Des cernes sous les yeux, la peau pâle de désespoir et de nuit blanche. Sur les marches m'attendait l'oncle Jameson. Ne portant plus la fausse barbe ni le manteau en lambeaux, il avait juste l'air épuisé et inquiet. Le visage d'un homme qui avait fui pendant des années, des cheveux argentés courts, des rides profondes autour des yeux, les épaules légèrement voûtées. Il se tenait là, les mains dans les poches, les yeux rouges, me regardant. Je me suis figé une seconde, incapable de croire que c'était réel. Oncle Jameson, l'oncle que je croyais mort, le vieil homme du parc qui avait été à mes côtés tout ce temps. Puis, comme une digue qui cède, j'ai couru vers lui et je l'ai serré dans mes bras, sanglotant de manière incontrôlable. Oncle Jameson, merci d'avoir lavé mon nom, ai-je chuchoté, la voix brisée, des larmes trempant son épaule. Enfin, quelqu'un m'avait cru, m'avait sauvé, m'avait sorti de l'enfer. Il m'a serré fort et m'a frotté le dos. Nathan, je suis tellement désolé de t'avoir laissé souffrir si longtemps. C'est fini maintenant, gamin. Nous sommes restés là, sur les marches du poste de police, nous tenant l'un l'autre et pleurant comme deux enfants perdus qui avaient enfin retrouvé leur chemin. Les journalistes traînaient à proximité, mais à ce moment-là, le monde ne contenait que nous deux. Nous sommes retournés à la maison familière en périphérie de Détroit, la même maison où le dîner de Noël avait volé en éclats. Maman était rentrée plus tôt et avait préparé un petit repas, mais ses yeux étaient encore rouges quand elle nous a vus. Elle a jeté ses bras autour de l'oncle Jameson et a chuchoté, « Beau-frère, comment es-tu en vie? Pourquoi n'es-tu pas revenu plus tôt ?» Il lui a adressé un triste sourire et lui a tapoté l'épaule. « Sœur, je devais attendre le bon moment. Maintenant, je vais tout vous raconter. » Nous nous sommes assis dans le salon où le sapin de Noël se dressait encore avec quelques décorations en verre suspendues, un rappel douloureux de cette terrible nuit. Oncle Jameson a versé de l'eau pour tout le monde, a pris une profonde inspiration et a commencé à parler d'une voix basse et stable,
comme s'il ouvrait un livre secret qui avait pris la poussière pendant 3 ans. Il y a 3 ans, dit-il, alors qu'il travaillait comme détective privé, assistant la police de Détroit dans une importante affaire de drogue, il a commencé à suivre des transactions suspectes. Il a suivi des cargaisons, mis des téléphones sur écoute et a lentement découvert que les personnes dirigeant une branche du réseau n'étaient autres que Vincent, son propre frère, mon père, et Jackson, son neveu. Mon frère. Je n'en croyais pas mes yeux, dit-il, la voix tremblante. Vincent blanchissait de l'argent par le biais du garage. Jackson utilisait son badge pour enterrer les preuves et protéger l'opération. Ma poitrine s'est serrée en écoutant. Comment était-ce possible? Papa, l'homme sévère et patriarcal que j'avais toujours cru honnête. Jackson, le héros de la famille. Quand oncle Jameson était sur le point de tout remettre aux fédéraux, Vincent l'a découvert. Cette nuit-là, l'oncle a surpris une conversation grâce à un appareil qu'il avait placé. Vincent et Jackson discutant calmement de la façon de se débarrasser de lui, d'engager un tueur à gages, de mettre en scène un accident, n'importe quoi pour le faire disparaître. Ils en parlaient comme de la météo, dit amèrement l'oncle. Vincent a dit, Jameson en sait trop. Nous devons l'éliminer avant qu'il ne parle. Mes poings se sont serrés si fort que mes ongles se sont enfoncés dans mes paumes. Je ne pouvais pas croire que mon propre père et mon frère aient été prêts à tuer leur propre sang juste pour protéger leur profit. Une partie de moi s'est effondrée à l'intérieur. Papa. Jackson. Étiez-vous des monstres depuis le début? Je me souviens de papa me grondant d'être faible. Jackson se moquant de moi de ne pas être assez dur. Maintenant, je comprenais. Il m'avait choisi comme sacrifice pour exactement ces raisons. Des larmes ont de nouveau coulé sur mon visage. Maman m'a serré contre elle, pleurant aussi. Comment ont-ils pu? Comment ont-ils pu faire ça à leur propre famille? Sachant que certains officiers de haut rang avaient déjà été achetés. L'oncle avait la liste des pots de vin. Il ne pouvait pas le signaler en toute sécurité. La même nuit, il a fait partir sa femme et sa fille. J'ai utilisé toutes les astuces que je connaissais, dit-il, les yeux lointains. Plusieurs véhicules ont traversé les routes nationales, de faux noms, en restant hors des caméras. Je les ai mis en protection temporaire des témoins dans un autre état, un endroit où personne ne pouvait les trouver. Il est retourné seul à Détroit pour continuer à rassembler des preuves, attendant le moment le plus sûr pour frapper. Je ne pouvais pas laisser ce réseau continuer à détruire des vies, dit-il. Mais Vincent avait mis un prix sur sa tête. Une fois, il a été pris en embuscade en périphérie de la ville, blessé à l'épaule, saignant abondamment. Je me suis caché dans les bois, je me suis soigné, puis je suis complètement disparu pour ne pas mettre en danger ma femme et ma fille, dit-il, la voix brisée. Incapable de retourner à une vie normale, il a choisi l'invisibilité parfaite. Un sans-abri. Personne ne remarque les sans-abri. J'ai vécu près des racines de Vincent et Jackson, dit-il. J'ai dormi sur des bancs de parc, j'ai mangé des restes, mais je n'ai jamais cessé de surveiller. J'ai placé des mouchards, filmé en secret, documenté chaque transaction. Je me suis souvenu de tous ces soirs avec le vieil homme dans le parc. Comment il m'écoutait parler de ma journée, de ma famille. Je voulais être proche de toi, Nathan, a-t-il chuchoté. Je savais que tu étais doux, et j'avais terriblement peur qu'il ne te cible. Mon cœur s'est réchauffé même s'il me faisait mal. Il avait tout sacrifié, sa famille, sa santé, son identité, juste pour rendre justice. En rassemblant des preuves, il a découvert que Jackson faisait l'objet d'une nouvelle enquête fédérale. Le réseau était sur le point d'être démasqué. Ils avaient besoin d'un bouc émissaire pour détourner l'enquête. D'après les enregistrements, l'oncle a entendu Vincent donner l'ordre, si nous devons sacrifier quelqu'un, ce sera Nathan. Il est faible. Il est gentil. Et il ne se défendra pas, en entendant ces mots, un frisson glacial m'a parcouru. Je ne m'étais jamais senti aussi petit, aussi jetable aux yeux des personnes qui m'avaient élevé. Pourquoi? Pourquoi moi, oncle, ai-je chuchoté, la voix craquante. Il a pris ma main. Parce que tu leur faisais entièrement confiance, Nathan, et ils le savaient. Oncle Jameson savait que j'étais la prochaine cible. Il a essayé de m'avertir indirectement dans le parc, mais ne pouvait pas parler ouvertement au cas où Vincent surveillait ou avait des yeux sur moi. Je ne pouvais que laisser des indices, dit-il. Des choses comme, la famille n'est pas toujours ce que l'on pense, ou, fais attention même avec ceux qui te sont les plus proches. Je me suis souvenu de ces mots exacts.
J'avais pensé que c'était juste les divagations d'un vieil homme seul. Il a attendu le seul moment où il serait en sécurité pour se révéler. Mon procès, lorsque les médias, le procureur et le tribunal étaient tous présents, et que Vincent n'avait aucune chance de le faire taire en premier. Je devais attendre que ce soit le plus sûr, dit-il, les yeux rouges. Si j'étais sorti plus tôt, il m'aurait peut-être tué, et tu serais toujours condamné. Quand oncle Jameson a fini, la pièce est tombée dans un lourd silence. Maman m'a serré plus fort, les larmes tombant silencieusement. J'ai regardé par la fenêtre la douce chute de neige de Détroit, mais à l'intérieur de moi, une tempête faisait rage. 3 ans de disparition, une histoire de sacrifice, de danger et d'un amour silencieux et féroce. L'oncle avait risqué sa vie pour sauver la mienne, pour sauver la justice. Et moi, j'avais perdu ma famille, ou plutôt j'avais réalisé que la famille que je pensais avoir n'avait jamais vraiment existé. Papa et Jackson étaient en prison en attendant leur propre procès. Maman était anéantie. J'ai serré sa main et j'ai chuchoté, « Merci, oncle. Je ne suis plus seul. » Il a souri, m'a tapoté l'épaule. Plus jamais, Nathan. Mais le silence était lourd car nous savions tous les deux que ces blessures mettraient très longtemps à guérir. Ma vie avait tourné une nouvelle page, mais l'ombre du passé planait encore. Un peu plus tard, alors que l'air dans la pièce était encore lourd, l'oncle Jameson se leva lentement et attrapa la même vieille sacoche en cuir qu'il portait depuis la veille. Je l'ai regardé, un mélange de curiosité et d'épuisement dans les yeux. « Oncle, y a-t-il autre chose que tu ne nous as pas dit ?» ai-je demandé doucement, ma voix tremblant encore des révélations précédentes. Il a hoché la tête. Ses yeux n'étaient pas remplis de douleur cette fois. Ils brillaient de quelque chose d'autre. D'espoir. Il a ouvert la sacoche et a soigneusement sorti une épaisse liasse de documents scellés à la cire rouge et solidement attachés par une cordelette. Les pages à l'intérieur semblaient vieilles mais bien conservées, comme si elles avaient été gardées pendant des années. Il l'a posé sur la table basse au centre du salon et a parlé d'une voix basse et chaleureuse. « Nathan, c'est le fonds en fiducie que ton grand-père, Milton Reyes, t'a laissé spécifiquement. Depuis 5 ans, je le gère secrètement, exactement comme il l'a demandé. Je suis resté figé, regardant la liasse comme si c'était un objet d'une autre planète. Un fonds en fiducie de grand-père. Grand-père Milton Reyes était mort il y a 5 ans d'une crise cardiaque soudaine. C'était un homme silencieux, mais il avait toujours eu une étrange attraction magnétique sur moi. Il vivait seul dans une petite maison en bois en périphérie de la ville, faisait des investissements modestes et s'impliquait rarement dans les affaires familiales. Mais pour moi, il était le seul véritable point d'ancrage émotionnel que j'ai jamais eu. Pourquoi m'aurait-il laissé un fonds en fiducie? Et pourquoi l'oncle Jameson l'avait-il géré? Oncle, tu dis que grand-père m'a laissé ça, ai-je bégayé, mes doigts tremblants effleurant les papiers. Maman, assise à côté de moi, a écarquillé les yeux et a chuchoté, « Milton. » Il ne m'a jamais dit un mot à ce sujet. Oncle Jameson a hoché la tête et s'est assis à côté de moi, parlant lentement. Juste avant de mourir, ton grand-père m'a appelé à son chevet et m'a confié ce fonds. Il a dit, ne le donne à Nathan que lorsqu'il aura été poussé à la limite absolue. Quand il ne restera plus personne pour le protéger, quand il aura vraiment besoin d'une vie complètement nouvelle. Seulement alors. Je lui ai promis de garder le secret et pendant 5 ans, j'ai géré l'investissement pour qu'il fructifie. Ces mots ont explosé dans mon esprit comme une autre bombe. Grand-père savait. Il avait prévu qu'un jour je serais poussé au désespoir total. Mon cœur battait la chamade. Un sentiment étrange s'est insinué en moi. De la chaleur mêlée de douleur. Je me suis souvenu du regard profond et averti de grand-père chaque fois qu'il me regardait, comme s'il pouvait voir directement dans mon âme. Il ne parlait jamais d'argent. Il m'enseignait seulement la vie. Maintenant, ce fonds en fiducie ressemblait à un message d'outre-tombe. D'une main tremblante, j'ai brisé le seau de cire et j'ai commencé à tourner les pages. Des chiffres dansaient devant mes yeux, méticuleusement enregistrés par des avocats et des banques. La valeur totale de la fiducie, 12,5 millions de dollars américains. Une fortune dont je n'avais même jamais rêvé. Elle comprenait 4 millions de dollars en espèces détenues en toute sécurité dans des banques, 3,5 millions de dollars en actions de premier ordre de sociétés comme Apple et Microsoft, un grand terrain commercial en périphérie de Détroit d'une valeur de 3 millions de dollars, parfait pour un centre commercial ou un entrepôt, et 2 millions de dollars dans un fonds d'investissement à haut rendement que grand-père avait personnellement créé pour moi, se composant au fil des ans. À chaque page que je tournais, mon cœur devenait plus lourd.
Ce n'était pas que des chiffres. C'était un héritage. C'était de l'amour. La preuve que mon grand-père avait vu de la valeur en moi quand personne d'autre ne le faisait. Toute ma vie, je m'étais senti comme l'intrus. Papa me trouvait faible. Jackson me surpassait en tout. Maman m'aimait, mais ne pouvait pas me protéger. Grand-père avait été l'exception, mais il est mort trop tôt, laissant un vide. Maintenant, cette fiducie était sa déclaration silencieuse. Je t'ai vu. J'ai cru en toi. J'ai tourné à la dernière page, le cœur battant. Nichée entre les documents se trouvait une petite enveloppe jaunie. Sur le devant, de l'écriture familière de grand-père, tremblante mais élégante. À Nathan, le petit-fils dont j'ai toujours été fier. Ma poitrine s'est serrée. Fier de moi. Moi, le doux et faible Nathan. Mes doigts ont tremblé en l'ouvrant. Le seau de cire s'est effrité. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite sur du papier fin et fragile qui portait encore la faible odeur de bois ancien, de pain et de la radio crépitante de sa cabane. J'ai eu la gorge nouée dès que j'ai lu les premières lignes et j'ai commencé à lire à voix haute, la voix tremblante pour que maman et l'oncle puissent t'entendre. Nathan, si tu lis cette lettre, cela signifie que tu traverses quelque chose que personne d'autre ne peut t'aider à surmonter. N'oublie jamais. Tu es le seul dans cette famille avec le cœur le plus gentil. Ne laisse personne écraser ça. Je t'ai vu grandir. J'ai vu ce que tu as enduré sans jamais te plaindre. Tu n'es pas comme ton père ou ton frère. Tu as de la bonté. Tu as une sensibilité qui leur manque. Ce n'est pas une faiblesse, Nathan. C'est une force. Je crois en toi, Nathan. Et un jour, tu seras celui qui sauvera cette famille d'une manière que personne n'attend. Utilise ce don à bon escient. Construis la vie que tu mérites. Je suis fier de toi, toujours. Grand-père Milton. Au moment où j'ai atteint la fin, je n'ai pas pu me retenir. Mes yeux brûlaient. Ma poitrine me semblait écrasée. Il croyait que je sauverais la famille. La même famille qui m'a trahi. Des larmes ont coulé librement, éclaboussant la page et brouillant l'encre. J'ai laissé tomber la lettre sur mes genoux, les mains tremblantes. Tout ce temps, j'avais pensé que j'étais seul. Papa m'a tourné le dos. Jackson m'a piégé. Le monde m'a condamné. Mais en ce moment, j'ai réalisé que quelqu'un avait cru en moi bien avant que tout ne s'effondre. Grand-père l'avait vu venir. Il m'avait préparé une issue de secours. À cet instant, les souvenirs de lui sont revenus comme une rivière en crue, me tirant dans le passé. Je me suis souvenu des visites du week-end quand maman me déposait dans sa petite maison en bois au bord de la forêt à l'extérieur de Détroit, remplie de l'odeur de pain frais et du crépitement de sa vieille radio jazz. C'était le seul endroit où je pouvais vraiment respirer, le seul endroit où je pouvais être moi-même. Pas de cris de papa, pas de rire moqueur de Jackson. Grand-père s'asseyait dans son fauteuil à bascule, la pipe à la main, souriant alors que je courais vers lui. Nathan, tu es là. Raconte-moi ta journée. Je me jetais dans ses bras et je déballais tout. Être intimidé à l'école, papa me disant que je n'étais pas assez homme. Il écoutait sans jugement, hochant simplement la tête et me caressant les cheveux. Même si nous ne vivions pas ensemble, grand-père Milton remarquait des choses sur moi que personne d'autre ne voyait. Un seul regard et il savait quelle tristesse je cachais derrière un mince sourire. Quand papa m'avait grondé, quand Jackson m'avait taquiné jusqu'aux larmes, il n'avait qu'à ouvrir les bras et je redevenais un petit garçon, en sécurité, aimé. Il m'a appris ce que mon père n'a jamais fait, comment se tenir droit quand les autres vous regardent de haut. Comment garder sa gentillesse même quand on est incompris. Et surtout, que la sensibilité n'est pas une faiblesse. Tu as un cœur plus fort que n'importe qui d'autre dans cette maison, Nathan, m'avait-il dit un jour en m'ébouriffant les cheveux, sa voix chaude comme une cheminée d'hiver. Tandis que le reste de la famille me voyait comme faible, papa criant, endurcis-toi, Jackson riant, tu es trop mou. Tu n'arriveras jamais à rien. Seul grand-père Milton a vu ce qui se cachait sous le silence. La résilience, la décence, l'honnêteté. Les qualités même qu'il croyait deviendraient un jour la lumière la plus brillante. Il me racontait sa propre vie, comment il avait commencé pauvre, avait été trompé de nombreuses fois, mais avait construit son modeste fonds d'investissement grâce à l'honnêteté. Tu feras des choses encore plus grandes que moi, Nathan, disait-il, les yeux pétillants. Maintenant, cette fiducie prouvait ses paroles. Il m'avait préparé un avenir, sachant que la famille pourrait un jour s'effondrer.
J'étais assis là avec la lettre entre les mains, les larmes coulant sans retenue. Ces souvenirs étaient des couteaux doux qui tranchaient la douleur pour révéler l'espoir. Grand-père, il m'avait vu. Il m'avait aimé d'une manière que personne d'autre n'avait jamais fait. Tandis que mon père et mon frère me poussaient vers la prison, grand-père a tendu la main depuis la tombe avec une issue de secours. Je me suis tourné vers l'oncle Jameson, les yeux humides mais plus brillants qu'ils ne l'avaient été depuis des semaines, et je l'ai serré dans une longue et forte étreinte, lourde, douloureuse, mais chaude. Une étreinte qui disait, toute l'humiliation, la peur et la solitude des derniers jours avaient enfin été partagées. Il m'a entouré de ses bras, me tapotant le dos, la voix épaisse d'émotion. Tu n'es plus seul, Nathan. Toi et moi, nous allons tout reprendre. Nos vies, la justice et la confiance. Maman était assise à côté de nous, pleurant aussi. Sa main reposant sur nos épaules. Le salon semblait plus chaud même si la neige continuait de tomber à l'extérieur. Ce fonds en fiducie n'était pas seulement de l'argent. C'était le rappel de grand-père d'outre-tombe. Tu es digne. Tu es fort. Et tu peux recommencer. Immédiatement après l'émission des mandats d'arrêt, Vincent et Jackson ont été placés en garde à vue pour enquête. La nouvelle a explosé comme une bombe. Un officier de police et d'un réseau de drogue. Un père et son fils, patron de garage, arrêtés à l'intérieur du tribunal. J'étais assis à la maison dans le salon maintenant froid et familier, regardant la télé avec maman et l'oncle Jameson. Chaque chaîne répétait les mêmes images en boucle. Mon père et mon frère me notaient, conduits hors du palais de justice. Un cauchemar sans fin. Les forces spéciales fédérales travaillant avec la police de Détroit ont perquisitionné plusieurs endroits à la fois comme une tempête balayant tout sur son passage. Oncle Jameson, toujours en contact avec les procureurs pour remettre des preuves supplémentaires, m'a raconté ce qui se passait. Ils ont pris d'assaut le garage de papa, le même endroit où je l'aidais à réparer des moteurs les après-midi de week-end. Un entrepôt secret a été scellé. Des boîtes en carton remplies de paquets blancs opaques. De la drogue a été traînée dehors sous les flashs aveuglants des caméras de presse. Des dizaines de personnes du réseau ont été arrêtées. Des chauffeurs inconnus que j'avais déjà vus au garage. Des collègues officiers dont Jackson se vantait d'être des amis proches. Les comptes cachés de Vincent ont été gelés. Des millions de dollars blanchis que l'oncle Jameson avait traqués pendant 3 ans. J'étais assis à la maison, regardant tout cela à la télévision, mon cœur se rétrécissant à chaque reportage. Dans les jours qui ont suivi, les médias ont envahi la ville comme une ruche dérangée. L'affaire a fait la une des journaux, du Detroit Free Press à CNN, qualifiée de plus sombre scandale familial de Détroit depuis une décennie. Je n'osais pas sortir, craignant les regards des voisins, craignant les questions incessantes des journalistes. Maman pleurait sans arrêt, zappant entre les chaînes, regardant les mêmes images de Vincent et Jackson emmenés, la tête baissée. Comment ont-ils pu te faire ça, a-t-elle chuchoté, les mains tremblantes autour de la télécommande. Oncle Jameson est resté avec nous. Il a partagé plus de détails de l'enquête basée sur son témoignage et ses documents. Les agents fédéraux ont reconstitué toute l'opération de blanchiment d'argent par le garage. Le trafic de drogue depuis le Mexique à travers la frontière et les fois où Jackson a manipulé des preuves pour piéger d'autres personnes, pas seulement moi, mais plusieurs personnes innocentes avant moi. Il l'avait fait de nombreuses fois, dit amèrement l'oncle. Mais avec toi, Nathan, c'était le pire. Mon sang s'est glacé. Jackson, le héros au badge, tordait en fait la loi. Je me suis souvenu de lui racontant des histoires d'arrestation pendant que la famille applaudissait. Maintenant, chaque mot me semblait empoisonné. Les mois ont passé lentement comme une rivière paresseuse emportant la douleur tout en apaisant lentement les cauchemars. Le procès de Vincent et Jackson s'est ouvert par une froide journée de printemps. La salle d'audience était bondée. Journalistes, avocats et curieux de partout. Les gros titres criaient « Le procès de la famille Reyes ». Un officier de police et son père accusés de trafic de drogue. Oncle Jameson, maman et moi étions assis tranquillement au dernier rang, les 3 personnes les plus marquées par leur crime. Je portais une simple chemise, serrant la main tremblante de maman. Oncle Jameson était assis de l'autre côté de moi, le visage sombre, prêt à affronter ce dernier chapitre. La grande salle d'audience me semblait suffocante, sentant le vieux papier et le parfum bon marché. La juge, une femme d'âge moyen sévère, a frappé son marteau pour commencer. J'ai regardé le banc des accusés. Papa et Jackson étaient assis là, plus minces après des mois de prison, les visages décharnés,
les yeux évitant la galerie. Vincent m'a regardé une seconde, son regard plein de colère, sans la moindre trace de remords. Jackson a gardé la tête baissée. Mon cœur s'est serré. Ils avaient autrefois été ma famille. La procureure, la même femme vive qui m'avait autrefois accusé, s'est levée et a présenté une avalanche de preuves. Elle a diffusé la vidéo de Jackson plaçant de la drogue dans ma voiture la veille de Noël. Les images étaient d'une clarté cristalline, provoquant des halètements dans toute la salle. C'est une falsification et une fabrication de preuves pour piéger une personne innocente, a-t-elle déclaré, la voix d'acier. Ensuite sont venus les dossiers financiers de blanchiment d'argent par le garage de Vincent. Des sommes massives acheminées par des centaines de faux comptes. Les confessions des membres arrêtés du réseau ont résonné dans les haut-parleurs. Vincent était le patron. Jackson nous couvrait. Et le point culminant, l'enregistrement de Vincent disant froidement « Sacrifier Nathan, c'est bien temps que nous sommes en sécurité ». Maman a enfoui son visage dans ses mains et a sangloté quand sa voix a rempli la salle. Jackson a essayé de rejeter la faute sur son père. Papa m'a forcé. Je ne faisais que suivre les ordres. Vincent a riposté. Il l'a fait de son propre chef. Je ne savais rien. Leur égoïsme et leur manque de remords ont été mis à nu devant le tribunal. Aucun regret, seulement des tentatives désespérées pour se sauver. Leurs avocats de la défense se sont démenés, mais les preuves étaient accablantes. Je les ai regardés, déchirés entre la rage et la pitié. Pourquoi n'admettrait-il pas? Pourquoi ne s'excuserait-il pas auprès de moi, de maman? Maman est restée assise en silence, pleurant tout le temps. Elle n'avait jamais imaginé le jour où son mari et son fils seraient jugés comme certains des criminels les plus dangereux de la ville. Elle cuisinait le dîner pour Vincent tous les soirs. Elle rayonnait de fierté devant le badge de Jackson. Maintenant, elle était assise, les mains tremblantes sur sa bouche. « Maman, ça va ?» Elle chuchotait en la serrant plus fort. Elle a secoué la tête, les larmes coulant. « Je n'arrive toujours pas à croire. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient fait ça. » Oncle Jameson a posé une main sur son épaule. « Nous devons être forts, sœur. » Le procès a duré plusieurs jours, chacun révélant plus d'horreur. Combien de personnes innocentes Jackson avait piégées, combien de tonnes de drogue Vincent avait déplacées. J'écoutais, le cœur glacé, me remémorant les dîners de famille qui me semblaient maintenant des mensonges. Finalement, le jour du verdict est arrivé. La salle d'audience était plus bondée que jamais. Le juge s'est levé, la voix grave. Vincent Reyes, 35 ans de prison pour blanchiment d'argent, trafic de drogue et complot en vue de commettre un meurtre. Jackson Reyes, 28 ans pour complicité, falsification de preuves et placement de fausses preuves pour piéger une personne innocente. Les peines ont retenti comme le tonnerre. La salle a éclaté, les appareils photo crépitant sans arrêt, les voix s'élevant. Vincent et Jackson ont été menottés et emmenés, les visages pâles et brisés. Vincent a lutté faiblement. Jackson a marché la tête baissée, silencieux, des larmes tombant. Je les ai regardés une dernière fois. C'était mon père, mon frère, maintenant des prisonniers. Après le verdict, nous nous sommes levés tous les trois et avons quitté tranquillement la salle d'audience ensemble. Pas de mots, juste marchant côte à côte, chacun portant ses propres blessures. Maman pleurait en silence. Oncle Jameson a soupiré et je me suis senti vide. Dehors, des dizaines de journalistes se sont précipités, les microphones levés. Nathan, que pensez-vous des peines de votre père et de votre frère? Je me suis détourné. Oncle Jameson nous a protégés. Pas de commentaires. S'il vous plaît, donnez-nous de l'espace. L'affaire est devenue l'un des plus grands chocs de l'histoire de Détroit. Pas seulement pour l'ampleur du réseau de drogue. Des tonnes de stupéfiants, des millions blanchis. Mais pour la famille, une tragédie mise à nu devant toute la ville. Je suis rentré chez moi, j'ai fermé la porte et je me suis effondré. J'ai pris une profonde inspiration d'air froid d'hiver. J'avais l'impression d'être enfin sorti de la dernière ombre de ma vieille vie. Derrière moi, le procès familial, les témoignages, les peines, la trahison. Devant, une nouvelle vie que je n'avais jamais imaginée. La liberté, le fond en fiducie et l'espoir. La douleur était toujours là et je savais qu'il faudrait beaucoup de temps pour guérir. Mais pour la première fois, l'avenir me semblait possible. Plusieurs mois après le procès, ma vie a lentement tourné une nouvelle page,
comme un vieux livre s'ouvrant enfin sur le chapitre suivant. Les premiers jours ont été durs. Je me réveillais encore chaque matin hanté par les souvenirs de prison, par les yeux froids de mon père et de mon frère clignotant sur l'écran de télévision. L'attention du public restait intense. Les journalistes rôdaient toujours devant le portail. Mais j'ai commencé à réapprendre à vivre. Avec l'énorme fonds en fiducie de 12,5 millions de dollars que grand-père m'avait laissé, l'oncle Jameson et moi avons décidé de créer une société de sécurité et d'enquête privée. Nous l'avons nommée Réinvestigation, spécialisée dans l'aide aux victimes qui avaient été accusées à tort et dans la coopération avec la police sur les affaires de drogue. Nous avons utilisé une partie du fonds pour louer un petit bureau dans le centre-ville de Détroit, acheter du matériel de surveillance et embaucher quelques jeunes enquêteurs. Je me souviens du premier jour où nous avons ouvert, debout à l'extérieur, regardant l'enseigne briller sous le soleil de printemps, pensant, c'est le début. Plus le faible Nathan. Maintenant, j'étais l'homme qui se tenait droit, comme grand-père me l'avait appris. La société a grandi rapidement grâce à la vaste expérience de l'oncle Jameson et à mon propre dévouement. L'oncle, avec ses 3 ans passés dans la rue à traquer les criminels, s'occupait des cas complexes, plaçait des mouchards, analysait les preuves. Moi, portant encore la douleur brute d'avoir été piégé, je me suis consacré corps et âme aux victimes. Écoutant leurs histoires, organisant une aide juridique, même les tenant pendant qu'ils pleuraient leur propre nuit d'emprisonnement injustifié. Nous sommes devenus un duo inséparable, l'un chevronné et marqué par les embuscades et des années de fuite. L'autre résilie, forgé dans un enfer personnel. Notre premier cas a été de libérer un jeune homme piégé pour possession de drogue, tout comme moi. Nous avons obtenu des images de caméras de sécurité prouvant qu'il avait été piégé, et le tribunal l'a libéré. La nouvelle s'est répandue, les clients ont afflué, des mères célibataires accusées à tort de vol, des propriétaires d'entreprises sabotées par des rivaux. Les revenus ont grimpé en flèche. Nous avons agrandi le bureau et embauché plus d'enquêteurs. Un soir tard, après avoir résolu une affaire majeure en coopération avec la police, démantelant un petit réseau de drogue, l'oncle m'a tapé sur l'épaule. « Nathan, tu as fait du bon travail. Ton grand-père serait fier. » J'ai souri, les yeux piquants de larmes. L'entreprise n'était pas seulement un travail. C'était ma façon de guérir, de transformer la douleur en force, de m'assurer que les autres ne souffriraient jamais de l'enfer que j'avais connu. Avec l'argent de la fiducie, j'ai acheté une nouvelle maison spacieuse en périphérie de Détroit. 2 étages, un jardin verdoyant, une petite piscine et un salon lumineux donnant sur un lac. J'ai fait venir maman Camilla vivre avec moi. Après tout le chagrin et l'effondrement, nous avions enfin un endroit paisible pour recommencer. Elle avait vécu trop longtemps dans la vieille maison remplie de souvenirs horribles. L'endroit où le dîner de Noël a volé en éclats, où son mari et son fils ont comploté la trahison. Quand elle est entrée dans la nouvelle maison, ses yeux se sont illuminés. « C'est si beau, mon fils. Je n'aurais jamais pensé vivre à nouveau dans un endroit aussi paisible. » Nous avons décoré ensemble, accroché de vieilles photos de grand-père, planté des fleurs dans le jardin, cuisiné des repas simples. Elle a commencé à sourire davantage, à raconter des histoires de sa jeunesse, a même rejoint un club de yoga local. Cette maison est devenue un vrai foyer. Plus de cris de papa, plus de regards froids de Jackson. Mère et fils se sont guéris mutuellement, lentement, laissant l'obscurité s'estomper. J'ai aussi acheté une plus petite maison pour l'oncle Jameson et sa famille à leur retour de la protection des témoins. Après 3 longues années de clandestinité, sa femme Elena et sa fille Lily étaient enfin en sécurité pour rentrer à Détroit. Le jour de leur arrivée, l'oncle et moi avons attendu à l'aéroport, le cœur battant. Quand Elena et Lily ont franchi le portail, l'oncle Jameson a couru vers elle et s'est effondré là, dans le terminal. Des larmes coulant sur son visage. Des larmes de joie après 3 ans de séparation. Je me suis tenu à quelques pas en arrière, les yeux brûlants à la vue de leur retrouvaille. Après tout ce que nous avions enduré, voir sa famille entière et en sécurité à nouveau, cela valait plus que tout ce que l'argent pouvait acheter. Le temps a passé. Les blessures ont lentement guéri comme des coupures profondes soigneusement bandées. L'entreprise a prospéré. Maman est devenue plus heureuse. L'oncle a retrouvé sa famille. Tout semblait être une image plus lumineuse. J'ai recommencé à dormir toute la nuit, plus tourmenté par les cauchemars de prison ou les gyrophares de cette veille de Noël. Mais le passé persistait. Un jour, j'ai décidé de rendre visite à mon père et à mon frère en prison pour clore ce chapitre, pour déposer le fardeau dans mon cœur.
L'idée m'est venue soudainement un matin alors que j'étais assis à mon bureau en regardant la photo de grand-père. Sauver la famille d'une manière que personne n'attend. J'ai appelé maman. Maman, je veux rendre visite à papa et Jackson en prison. Viendras-tu avec moi? Elle est restée silencieuse un long moment, puis a hoché la tête. Oui, mon fils. Nous devrions y aller pour en finir. Nous nous sommes préparés, mon cœur un mélange de nervosité et de peur. Ce serait la première fois que je leur ferais face depuis le procès. Depuis que j'avais appris l'horrible vérité, maman et moi avons conduit ensemble jusqu'à la prison, un complexe gris et menaçant en périphérie, entouré de barbelés et de hautes tours de garde. L'air à l'intérieur était froid et stérile. Des néons crus s'étendaient le long de couloirs sans fin, rendant tout étranger et cruel. Nous sommes passés par la sécurité et nous nous sommes assis dans la salle de visite. Un petit espace avec une table en acier, une épaisse cloison en verre et un vieux téléphone. Mon cœur battait la chamade. Une sueur froide a éclaté malgré le froid de l'hiver. Maman était assise à côté de moi, sa main tremblante agrippant la mienne. Que suis-je en train de faire? Pardonner ou affronter la douleur une dernière fois? Vincent, mon père, a été amené le premier. Il avait l'air usé, uniforme de prison gris, barbe négligée, mais ses yeux portaient toujours la même dureté arrogante. Il s'est assis en face de nous, a pris le téléphone et a regardé à travers la vitre maculée. Nathan, que viens-tu faire ici? Te réjouir? Sa voix était dure. Pas de salutation, pas de chaleur. Jackson a suivi, le visage décharné, les yeux rouges de nuit blanche et de regret, les cheveux en désordre. Il s'est assis à côté de papa, m'a jeté un coup d'œil, puis a baissé les yeux. La tension était insupportable, comme une corde sur le point de se rompre. Vincent m'a regardé, puis a immédiatement lancé le même vieux refrain, comme s'il l'avait répété pendant des mois. Sa voix était venimeuse. Si tu n'avais pas été si faible, si tu avais été plus comme Jackson, plus fort, plus dur, rien de tout ça ne serait arrivé. J'ai tout fait pour cette famille. Toujours aucun remords, aucune excuse, juste un déni froid et honté. J'ai été piégé, Nathan. Je n'ai rien fait de mal. C'est Jameson, mon propre frère, qui m'a piégé. Il a frappé du poing sur la table en acier. Le bruit a résonné dans la pièce comme s'il s'accrochait désespérément à ses derniers mensonges. Je l'ai regardé et je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de douleur, juste du vide. J'ai réalisé que l'homme en face de moi n'avait jamais vraiment été un père. Il n'avait fait qu'utiliser ses enfants comme des outils. Maman était assise en silence, pleurant à côté de moi, serrant ma main plus fort. Jackson était différent. Pour la première fois depuis son arrestation, mon frère a levé les yeux. Ses yeux étaient tourmentés, remplis de larmes non versées. Nathan, j'ai eu tort. Je suis désolé, a-t-il chuchoté, la voix brisée. Papa m'a manipulé, mais j'aurais dû l'arrêter. Je suis désolé. Désolé pour ce que je t'ai fait, pour t'avoir envoyé en prison. Les excuses flottaient dans l'air, brutes, sincères, et elles ont tordu quelque chose de profond en moi. Jackson, l'idole qui m'a appris à taper dans un ballon de foot, qui racontait des histoires héroïques de police, était maintenant brisé devant moi. Je suis resté silencieux un long moment, regardant les deux hommes de l'autre côté de la vitre. L'un qui n'assumerait jamais la responsabilité, blâmant toujours le monde et moi. L'autre qui faisait enfin face à sa culpabilité. La tête baissée, les larmes tombant. La salle de visite semblait figée, seules les respirations lourdes et les sanglots silencieux de maman. Finalement, j'ai parlé, calme mais ferme. Je ne te déteste plus, Jackson. Je te pardonne, mais je ne te reverrai plus. Et, papa, vis avec les choix que tu as faits. Ça s'arrête ici. Vincent a ouvert la bouche pour argumenter, le visage devenant rouge, mais aucun mot n'est sorti. Il est resté assis là, fulminant. Jackson a baissé la tête, des larmes coulant sur la table en acier, la voix craquante. Nathan, merci de m'avoir pardonné. Je me suis levé, j'ai posé ma main sur la vitre une dernière fois et je leur ai dit que je vivrais ma propre vie maintenant, libre de leurs ombres. Puis je me suis retourné et je suis sorti, laissant derrière moi un homme qui ne changerait jamais, et un autre qui commençait à peine à payer le prix. Alors que la lourde porte en fer se refermait derrière moi et que je marchais dans le couloir froid, je me suis senti plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Comme si un poids de 1000 livres avait enfin été levé. Maman marchait à côté de moi,
essuyant ses larmes. Mon fils est si fort. Nous sommes sortis dans la brise fraîche du printemps, et pour la première fois, j'ai respiré profondément sans douleur. Une nouvelle vie s'offrait à moi. Maman à mes côtés, l'oncle Jameson comme une vraie famille, une entreprise en pleine croissance remplie de nouveaux cas et un avenir grand ouvert soutenu par le fonds en fiducie. J'ai pensé à la lettre de grand-père. Tu sauveras la famille d'une manière que personne n'attend. Peut-être que le pardon était cette manière. Je ne sais pas, mais je sais ceci. Je suis enfin libre. 1 an après la clôture définitive de l'affaire, ma vie s'était complètement transformée. Comme si une tempête était passée, laissant derrière elle un ciel bleu clair. Réinvestigation était maintenant solidement établie avec une longue liste d'attentes de clients et une réputation qui s'est répandue loin à la ronde. J'ai commencé à prendre la parole lors d'événements communautaires, partageant mon histoire pour sensibiliser aux condamnations injustifiées et aux dangers de la drogue. Lors d'un séminaire communautaire anti-drogue dans le centre-ville de Détroit, j'ai rencontré Kay Grant, une jeune travailleuse sociale chaleureuse dont le sourire illuminait la pièce et dont les yeux verts pétillaient d'une lumière authentique. Elle était sur scène, parlant de l'aide aux victimes de toxicomanie, sa voix douce mais puissante. Nous ne sauvons pas seulement leur corps, nous sauvons leurs âmes. J'étais assis dans le public, le cœur ému. Elle parlait de guérison, d'espoir après la perte, tout comme mon propre parcours. Après la conférence, je l'ai approchée, un peu nerveux. Mademoiselle Grant, votre histoire, elle ressemble beaucoup à la mienne. J'ai été faussement accusé de trafic de drogue une fois, et maintenant j'aide les autres dans la même situation. Elle a souri, les yeux s'illuminant. Nathan Reyes, j'ai tant lu sur vous. Vous êtes incroyablement courageux. Nous avons parlé pendant des heures de nos pertes. Elle a perdu son père à cause de la toxicomanie. J'ai perdu ma famille à cause de la trahison. De notre désir de guérir, le sien par le travail social, le mien par les enquêtes. Nous avons rapidement découvert combien nous avions en commun. Comme 2 pièces de puzzle manquantes qui s'emboîtaient enfin. Nos premiers rendez-vous, des promenades au parc avec un café, étaient remplis de papillons. Mon cœur s'emballait quand elle riait, quand elle tenait ma main et disait « Nathan, tu es plus fort que tu ne le penses ». Kay est devenue la douce lumière qui s'est glissée dans les coins les plus sombres de mon âme, m'aidant à sortir du passé et à oser croire à nouveau en l'avenir. L'année suivante, Kay et moi nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie pleine d'amour. Juste des amis proches et la vraie famille. Oncle Jameson, tante Elena, Lily et maman. Nous l'avons tenue dans le jardin de notre nouvelle maison sous un chaud soleil d'été, entourée de roses que maman avait plantées. Kay s'est avancée vers moi dans une simple robe blanche, les yeux brillants de larmes de joie. Nathan, je t'aime pour qui tu es. Fort du cœur. J'ai glissé la bague à son doigt, la voix tremblante. Kay, tu es mon espoir. Ensemble, nous guérirons. La cérémonie était simple mais débordante de rire. Pas d'extravagance, juste de la chaleur pure, comme une vraie famille devrait l'être. Quand notre première fille est née, nous l'avons appelée Mila en mémoire de grand-père Milton. Notre refuge autrefois silencieux après la tempête résonnait maintenant des rires d'un enfant, de doux gazouillis de bébé et de petits pieds trottinant sur le sol. Mila a les yeux verts de sa mère et le doux sourire de son père. Chaque nuit, je la tiens près de moi et je lui chuchote, je te protégerai pour toujours, mon amour. Maman Camilla est devenue la plus heureuse des grand-mères, s'occupant de Mila tous les jours, lui chantant les mêmes berceuses qu'elle me chantait autrefois, la voix chaude et tendre. Grand-mère t'aime, Mila. Tu es la nouvelle lumière de cette maison. Ses blessures se sont lentement estompées sous les rires de sa petite fille. En la regardant bercer Mila, j'ai pensé, c'est la rédemption. Une nouvelle famille compensant les anciennes pertes. L'entreprise que l'oncle Jameson et moi avons construite est devenue forte comme un vieil arbre poussant de nouvelles branches après une tempête. Nous nous sommes associés au centre de réadaptation de la police de Détroit et à des organisations caritatives pour soutenir les victimes de fausses accusations et d'abus de pouvoir. Notre réputation s'est étendue à travers le Michigan, de Détroit à Lansing. Les gens venaient à nous porteurs d'espoir. Nous avons résolu des cas majeurs, libérant un adolescent injustement emprisonné pour drogue, aidant des femmes piégées par leurs ex-maris dans des divorces amers. L'oncle dirigeait le travail de terrain dangereux. Je m'occupais du soutien émotionnel. Les journaux nous ont fait l'éloge. Réinvestigation, de victimes à héros. J'ai souri en le lisant, puis je me suis tourné vers l'oncle. Rien de tout cela ne serait arrivé sans toi.
Il m'a tapé sur l'épaule. Nathan, tu es l'âme de cette entreprise. De tout ce que nous avions enduré, l'oncle Jameson et moi avons fondé la fondation Break the Chain, une organisation dédiée à aider les personnes piégées dans des affaires de drogue, à les sortir, à les réhabiliter, à les reconstruire et à leur donner une seconde chance dans la vie. Nous l'avons financée avec une partie de la fiducie, nous nous sommes associés à des centres de traitement, avons fourni des avocats gratuits et offert une formation professionnelle. La fondation a rapidement pris son envol, sauvant des dizaines de personnes. Des adolescents perdus à cause de la toxicomanie, des mères faussement accusées. Un cas m'a profondément ému. Un jeune homme, tout comme moi autrefois, piégé par de soi-disant amis. Nous l'avons désintoxiqué et lui avons trouvé un emploi. Il m'a serré dans ses bras en pleurant. Nathan, tu m'as sauvé la vie. J'ai pleuré aussi, pensant au vieux moi. La fondation est devenue mon héritage. Pas seulement sauver les autres, mais sauver ma propre âme. Transformer la douleur en but. Ce Noël-là, une épaisse neige est tombée sur Détroit, mais des lumières dorées et chaudes couvraient chaque coin de notre nouvelle maison, la transformant en un sanctuaire lumineux. Toute la famille était réunie. Oncle Jameson avec tante Helena et Lily, riant joyeusement. Maman, maintenant une grand-mère joyeuse. Kai, ma femme, et la petite Mila qui apprenait à peine à dire « Papa » de la voix la plus douce et zézayante. Nous nous sommes réunis autour de la table, l'odeur de la viande rôtie et des biscuits à la cannelle remplissant l'air, le sapin de Noël scintillant de décorations en verre. Aucune trace de cette horrible nuit il y a des années. Les rires résonnaient dans la maison, Lily jouant avec Mila, tante Helena racontant des histoires de cuisine. Oncle Jameson riant aux éclats quand Kai le taquinait sur son ancien déguisement de sans-abri. Je suis resté silencieux un moment, contemplant chaque visage bien-aimé, les personnes qui m'aimaient vraiment sans trahison, sans égoïsme. Soudain, je me suis souvenu de cette veille de Noël il y a longtemps. Les menottes, les sirènes, les gyrophares, les sanglots de ma mère alors qu'on m'emmenait comme un criminel. Des larmes ont coulé, mais pas de douleur, de gratitude. Maintenant, c'était de nouveau Noël, mais j'étais entouré de lumière. Tenu dans les bras de ceux qui méritent d'être appelés famille, non pas par le sang, mais par l'amour. J'ai levé mon verre, regardant les bougies vacillantes sur la table, et j'ai parlé, la voix basse, mais pleine d'émotion. On ne peut pas choisir la famille dans laquelle on est, mais on peut choisir la famille que l'on garde. Ne laissez jamais la cruauté des autres définir votre valeur. Et si la vie vous jette dans les ténèbres, devenez d'abord votre propre lumière. Pendant quelques secondes, tout le monde est resté silencieux, mes mots flottant dans l'air chaud. Puis de doux applaudissements ont éclaté. Oncle Jameson m'a regardé avec des yeux fiers et embués. Nathan, tu as grandi. Maman a essuyé ses larmes et a souri. Mon fils, ton grand-père serait si heureux. Kai a serré ma main sous la table et a chuchoté, tu es la lumière de ma vie. Cette nuit de Noël, j'ai enfin compris que les blessures qui avaient autrefois tenté de me détruire étaient les choses mêmes qui m'avaient rendu plus fort et m'avaient conduit à la vraie famille que j'étais toujours destiné à avoir. La neige tombait doucement à l'extérieur de la fenêtre, mais à l'intérieur, la chaleur se répandait partout, et je savais que ma vie avait vraiment commencé.